Bonjour et bienvenue sur les Dreams, Desires et Discours, notre chaîne YouTube où on parle avec les personnes les plus intéressantes dans le monde. Et aujourd'hui, nous sommes invités chez Jean Mirimanov, le médiateur suisse, avec qui on a déjà parlé sur la médiation. Et aujourd'hui, je voudrais faire l'interview un petit peu plus personnelle. Donc, bonjour. Bonjour Serge, je suis ravi de vous recevoir à Genève. Vous êtes bienvenu dans cette ville qui a accueilli ma famille il y a maintenant plus de 100 ans et dans laquelle j'ai pu me réaliser dans ma vie privée, ma vie professionnelle, ma vie culturelle d'une manière merveilleuse. Donc, je voudrais commencer notre conversation aujourd'hui de la question sur votre histoire, surtout l'histoire de votre famille, parce que je sais que vous êtes grand-fils de mathématicien très connu, Dmitri Merimanov, qui était émigré d'Empire russe, et j'espère que vous pouvez raconter son histoire. Je peux vous en livrer quelques éléments volontiers, malgré le fait que je ne l'ai malheureusement que très peu connu, puisque j'avais 4 ans lors de son décès. Je puis vous dire qu'il a fait ses études de mathématiques à la faculté de l'université de Moscou, et après avoir rencontré à Nice, comme beaucoup de Russes, il se rendait à Nice. Après avoir rencontré une jeune femme française, il a épousé et poursuivi sa formation en Suisse romande, à Genève et ailleurs, pour son doctorat. Et lorsqu'il a obtenu son doctorat, il a fait un enseignement relativement léger, d'abord comme privat-docent, puis à la fin de sa vie, il est devenu professeur ordinaire et professeur extraordinaire de mathématiques. Au moment où la Première Guerre mondiale a éclaté, sa famille, notamment lui-même, son épouse et ses 2 enfants, mon père et mon oncle, se trouvaient donc à Genève. Et une fois la guerre écoulée, les 3 ont décidé de devenir citoyens suisses. Ce qu'ils ont fait il y a maintenant un peu plus de 100 ans. Donc j'appartiens à la 3e génération d'une famille devenue suisse peu après la Première Guerre mondiale. L'origine de mon grand-père est aussi très riche sur le plan, je dirais, culturel, puisque très lointainement, ses ancêtres avaient vécu à Tbilissi, étaient d'origine arménienne, avec des parentés ou des alliances géorgiennes et russes, tartares et d'autres régions encore. Et cette situation, je dirais, très cosmopolite, depuis toujours, dans ma famille, a certainement beaucoup influencé mon parcours personnel, à la fois sur le plan personnel, familial, culturel et bien entendu professionnel. Et je sais que votre père était aussi un homme de science. Oui, mon père était un grand scientifique, connu en Europe parce qu'il avait mis au point la pharmacopée, c'est une sorte de législation des médicaments dans les pays du Conseil de l'Europe. Et ses travaux ont été, comme ceux de mon grand-père à l'époque, couronnés par divers doctorats honoris causa d'Europe. Il a également beaucoup publié et certainement sa carrière a eu aussi une influence sur celle de mon frère qui est devenu à son tour 3e génération professeur à l'université de Lausanne
comme oncologue et radiothérapeute, formé aux États-Unis et très connu aux États-Unis et en Europe. Quel est son nom? Il s'appelle René Mirimanov. Et votre parcours personnel, ça m'intéresse beaucoup parce que vous avez dit que vous êtes la troisième génération, née en Suisse. Mais quelle était votre expérience en tant que la troisième génération d'immigrés? Est-ce que c'était la seule marque dans votre parcours? Alors, je dirais que globalement parlant, cette expérience s'est très bien passée parce que la Suisse et surtout la société genevoise est une société multiculturelle et tolérante. Il faut quand même indiquer peut-être deux anecdotes qui m'ont interpellé sur mes origines et sur cette situation, bien que j'appartienne à la troisième génération. Alors d'une part, alors que j'étais au collège, un de mes camarades, je ne sais plus à quelle occasion, m'a demandé sur un ton assez négatif si j'étais fils de réfugié. Cela m'a beaucoup interpellé parce que je considérais toujours que j'étais suisse au même titre que les autres. Et la deuxième fois, beaucoup plus tard, c'est lors de mon école d'officier dans l'artillerie où j'ai sacrifié, il lui reste beaucoup de mon temps à servir mon pays. Et lors d'un exercice, le commandant de notre régiment m'a regardé droit dans les yeux alors qu'il décrivait la venue des troupes mongoles sur les crêtes de la montagne du Jura. Il m'a fixé brusquement dans les yeux en me demandant, aspirant Mirimanov, « Êtes-vous suisse ?» Et je dois avouer que cette question m'a profondément choqué. Et je lui ai répondu, « Mon major, que croyez-vous que je fasse ici ? Car j'ai toujours eu l'intention, dans tous les aspects de ma vie, de servir mon pays. » Mais est-ce que votre pays d'origine vous avait intéressé à l'époque? Alors, on est, je pense, toujours, comme déjà les philosophes grecs le faisaient remarquer, on est toujours intéressé par la question de savoir d'où l'on vient pour savoir qui l'on est et où l'on va. Ça, cette question se pose à chaque individu sur cette planète. Donc, forcément, je me suis intéressé à l'origine de ma famille. Mais lorsque j'en ai parlé à mon père, il m'a dit assez sèchement que ma question n'était pas pertinente puisque la Russie n'existait plus, ou tout au moins à ses yeux, parce que le pays portait un nom différent et avait complètement changé. Il n'empêche que lors de la perestroïka, alors que mon père se trouvait quasiment aux portes de la mort, il a vu par hasard, en même temps que moi, le drapeau russe se hisser sur le Kremlin alors que le drapeau soviétique avait été baissé, ce qui a créé chez lui comme chez moi une émotion que nous avons partagée. Quelle émotion? L'impression qu'il y avait quelque chose de vivant qui en quelque sorte ressuscitait et donnait de nouveaux espoirs. Et c'est la raison pour laquelle je suis retourné, ou plus exactement, je me suis rendu en Russie à de très nombreuses reprises et qu'à cette occasion,
j'ai rencontré mon épouse Olga, qui est de nationalité russe et qui a contribué très largement au bonheur de ma vie et à la construction des dernières années de ma carrière. Pendant ces années d'existence de l'Union soviétique, est-ce que vous avez étudié quelque chose de la culture russe? Votre famille a gardé son héritage peut-être avec la littérature, l'art, quelque chose d'autre? Pour les raisons que je vous ai indiquées, c'était relativement discret cet intérêt, sauf en ce qui concerne la foi russe orthodoxe, qui était celle de mon grand-père, alors que mon père n'était pas pratiquant. Et cela m'a conduit, déjà avant de rencontrer mon épouse, à devenir membre de cette confession, de cette communauté. J'ai essayé d'en apprendre et en découvrir toutes les richesses, notamment à notre église à Genève, et à élargir ainsi mon horizon, sans pour autant oublier l'enseignement que j'avais reçu dans la foi réformée, qui, somme toute, pour l'essentiel, n'est pas si différente. Je dirais que du côté de la réforme, c'est la curiosité intellectuelle vis-à-vis des Écritures, le questionnement sur soi, sur sa responsabilité dans la vie, sur ce que l'on entreprend. Je pense que ces deux éducations ont été complémentaires et toutes deux très enrichissantes. Avez-vous trouvé les réponses dans votre croire? Avez-vous trouvé les réponses pour cette question? Alors, je dirais que la réponse, elle tient peut-être au fait que l'on doit se questionner tout le temps. Il n'y a pas de réponse définitive, sauf la certitude que nous sommes accompagnés dans notre voyage sur cette petite planète, dans cette vie unique qui nous est donnée comme un cadeau, comme une grâce. Alors, pour la petite histoire, j'ai eu l'occasion de participer à un ouvrage sur l'universalité de la médiation dans les différentes cultures et religions. Et j'ai écrit il y a longtemps déjà un article intitulé « Y a-t-il une place pour la médiation dans la culture chrétienne orthodoxe ?» Et quelles sont les idées? Alors, j'essaye, en partant de la prière de saint Éphrem, qui est la grande prière carémique de tous les orthodoxes, de tous les pays d'Orient et d'Occident, en partant de ces différents éléments et à la lecture aussi du théologien Alexandre Schwemann, j'ai analysé les grandes demandes de cette prière pour les mettre, pour chacune d'elles, en relation avec les principes et les modes de fonctionnement du médiateur. Est-ce que vous voulez que je vous en donne, parce que ce serait assez long, quelques exemples? Oui, bien sûr. Alors, je pense que la demande qui se trouve au centre de cette magnifique prière, elle comporte 4 volets. Nous demandons que l'on nous accorde l'esprit d'humilité, d'intégrité,
de patience et d'amour. Or, toutes ces qualités sont indispensables si l'on veut mener un processus de médiation qui réponde aux aspirations humaines des parties et de soi-même. Par exemple, le principe d'humilité veut que le médiateur s'abstienne de tout jugement, mais aussi de toute pression, de toute contrainte, quelle qu'elle soit, sur l'une ou l'autre des parties. Le principe d'intégrité, autrement dit de cohérence avec soi-même, implique que ce que l'on dit correspond à ce que l'on est et à ce que l'on fait dans le processus de médiation. La patience, bien entendu, est une vertu cardinale pour tout médiateur. Il faut patienter pour bien entendre, patienter en se taisant, patienter parce que le silence est un instrument de soutien. Et puis, ce que l'on appelle l'amour, un mot malheureusement galvaudé, je le traduirais en médiation par l'esprit d'empathie, qu'il veut qu'on se mette à la place de son prochain pour bien le comprendre, pour lui manifester non pas de la sympathie, parce que l'on prendrait parti, mais de la compassion pour ce qu'il est, ce qu'il éprouve et ses difficultés à surmonter un problème ou un conflit. Ça m'étonne que ces principes sont très proches des principes de la pratique de psychanalyse. Surtout, nous aussi essayons d'être neutres, de ne prendre pas la partie, mais avec l'amour, c'est un petit peu compliqué pour nous. Nous essayons d'éviter l'empathie pour n'avoir pas le risque d'entrer dans les relations personnelles avec les uns et les autres. Non, je crois que je me suis peut-être mal exprimé. L'empathie doit s'accompagner, bien entendu, de la distance nécessaire pour ne pas prendre parti. Ne pas prendre parti, on le traduit par impartialité, ce qui n'est pas tout à fait correct. Mais ça signifie que nous devons être très attentifs de maintenir toujours un équilibre, ne serait-ce que dans le temps de parole accordé à chacun. Alors, j'en ai eu des expériences. Ça signifie aussi savoir repérer en soi ce que l'on appelle les résonances, c'est-à-dire ce qui peut vous influencer sans que vous en soyez nécessairement conscient et éventuellement fausser votre comportement. Je crois que initialement, avant d'accepter un mandat, le médiateur doit être suffisamment informé du conflit pour savoir si, en raison de cette problématique, il est à même d'accomplir convenablement sa mission. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et maintenant, je suis intéressé comment vous faites ce travail en soi-même, parce que vous avez expliqué votre relation avec la religion orthodoxe et j'imagine que c'est donc quelque chose d'inspirant de trouver les réponses pour soi-même. Mais dans la vie quotidienne, qu'est-ce que vous pratiquez? Quelles
question vous vous demandez? Oui, vous entendez par là en dehors du processus de médiation faisant l'objet d'un mandat, n'est-ce pas? Alors, je ne vous cache pas, ce ne serait pas honnête de vous dire qu'il est difficile d'être, et à mon avis même impossible, honnêtement, d'être médiateur dans une affaire où vous êtes personnellement impliqué. Si vous essayez, ça m'est arrivé, de régler un problème ou une situation un peu conflictuelle entre deux membres proches de votre famille, vous ne pouvez pas, je dirais par essence, opérer une médiation à proprement parler. En revanche, vous pourrez essayer de recourir aux techniques de la médiation, c'est-à-dire vous adresser à ces membres de votre famille d'une manière appropriée et, si possible, sans jugement de valeur, sans reproche, sans condamnation, etc. Alors, il est vrai que quand vous êtes en même temps chargé de l'éducation d'un enfant, cela peut devenir assez compliqué. Parce que dans la vie de tous les jours, comme dans la vie judiciaire, il n'y a pas seulement la médiation pour régler une situation, un problème, mais quelquefois, il faut l'avouer, il est nécessaire, en dernier recours, dirais-je, de procéder à une sanction quand une règle n'a pas été respectée. Une règle de vie, une règle sociétale, une règle qui ne soit pas, je dirais, éthiquement contestable, même si elle n'est pas encore véritablement comprise et partagée par l'un ou l'autre membre de votre famille. Donc, la pédagogie et la médiation, ce sont les domaines différents pour vous. Je ne dirais pas là. Au contraire, je pense que la médiation requiert une approche tout à fait holistique du conflit, c'est-à-dire que l'idéal serait que le médiateur ait plusieurs cordes à son arc, comme on dit, c'est-à-dire plusieurs formations. Il est d'abord impossible, à mon sens, de n'avoir, sauf peut-être votre profession, de n'avoir qu'une seule formation, et, comme par exemple être un juriste, un avocat ou un juge, etc., sans avoir à côté une formation spécifique à la médiation, c'est-à-dire à la fois à l'esprit de la médiation, aux techniques de la médiation, aux principes, à la déontologie de la médiation, etc. Alors, pour cette raison, je pense extrêmement profitable pour les parties d'opérer en comédiation avec un tiers qui n'a pas la même formation ou pas exactement la même formation. Alors, dans le domaine des successions, des conflits concernant la prévention ou la résolution de litiges d'ordre successoraux, il est très recommandé, à mon sens, d'agir en comédiation. Alors, par exemple, je travaille avec une collègue et en même temps une consoeur, ancienne magistrate et médiatrice, qui présente le double avantage de bien connaître le droit français et d'être une femme.
Et dans d'autres cas, je travaille avec une co-médiatrice qui a des connaissances en psychologie et qui a une expérience plus poussée que la mienne dans les médiations familiales, alors que moi-même, j'ai été extrêmement souvent impliqué dans les conciliations familiales, ce qui n'est pas la même chose. Donc, surtout au début de ma carrière, j'étais très attentif à avoir une posture différente, peut-être même un peu trop attentif à cela, selon mes collègues qui étaient justement d'un autre milieu professionnel. Est-ce qu'il y a les écoles différentes de la médiation? Parce que, par exemple, dans la psychanalyse, il y a nombreuses écoles, nombreuses approches dans les théories, dans les pratiques, les techniques, même dans l'éthique de notre travail. Est-ce que c'est la même chose dans la médiation? Peut-être les approches nationales, culturelles différentes? Très certainement, très certainement. Alors, d'abord, il y a cette distinction culturelle importante à faire entre, d'un côté, le monde anglo-saxon, le monde du common law, et les pays d'Europe et d'ailleurs qui sont des pays de droit civil. En ce sens que pour les premiers, la mediation signifie à la fois l'evaluating mediation, qui est chez nous une conciliation, et la non-evaluative mediation, qui est pour nous véritablement la médiation que nous pratiquons en Europe, très généralement. Donc, lorsque je suis amené à examiner un mandat, je me pose évidemment préalablement la question, et à moi-même puis au parti, étant donné que cette confusion est fréquente même sur notre continent, ce qu'ils veulent véritablement et ce qui est utile aussi par rapport à leurs besoins profonds. Alors, cela peut se traduire, et j'en ai fait très rarement l'expérience, parce que l'occasion ne m'a pas été, à mon avis, donnée suffisamment, de faire en quelque sorte de la gestion de conflits en essayant de mettre en parallèle les avantages et les inconvénients de ces deux approches et de faire choisir au parti laquelle des deux satisfait le mieux à leurs besoins. C'est extrêmement intéressant et efficace. Et dans la majorité des cas, on arrive au choix de la médiation. Pour revenir à la technique de la médiation à proprement parler, il y a une approche qui est très répandue en Europe, que l'on appelle la roue de Futak, qui s'inspire à la fois de la gestion des émotions, à la suite de laquelle intervient la gestion des intérêts et la recherche de solutions répondant aux besoins, préoccupations et motivations des parties. Et alors, pour faire une petite parenthèse, cette gestion des émotions apparaît déjà très tôt dans notre histoire européenne,
notamment au chant 24 de l'Iliade. Vous avez derrière vous cette petite figure d'Achille, Qui est qui très est connu pour bien sa connu colère. comme héros grec, un des chefs de la coalition des Achéens contre Troie, et qui a été l'une des parties à une médiation, entre guillemets, c'était plutôt une facilitation, entre lui et le roi Priam, à propos du sort que l'on allait réserver à la dépouille, donc au cadavre, du héros troyen Hector, fils de Priam. Or, dans ce processus apparaissent, lors de la rencontre, hors la présence d'Hermès, le principal médiateur, hors la présence d'Hermès se manifeste entre les deux protagonistes la réalisation, l'expression très forte d'émotions humaines et d'émotions partagées. Ça m'a sidéré, car j'avais lu ce chant 24 à mes 18 ans et j'avais complètement oublié ce passage. Et cette phase intervient avant la négociation à proprement parler entre ces deux héros qui a lieu après le repas qu'ils ont pris en commun. Et ensuite, c'est un peu la même chose lorsque la négociation se fait autour de la trêve que l'on finit par s'accorder pour permettre les hommages funèbres rendus à un héros. Et dans ce chant, nous avons déjà tous les ingrédients d'une médiation en quelque sorte, avec un précepteur de la médiation en la personne de Zeus, le roi des dieux olympien, qui ne veut pas trancher lui-même comme il aurait pu le faire, de peur de créer un conflit immédiatement au sein des dieux qui avaient pris parti les uns pour les Troyens, les autres pour les Achéens. Et puis donc nous avons la personnalité d'Hermès, qui est ici surtout un facilitateur. Et alors tout ça mène aussi à s'interpeller sur le rôle de facilitateur que peuvent adopter des États comme la Suisse dans des conflits internationaux ou non internationaux, dans des situations de crise ou de conflits armés, où les principes de la médiation sont absolument indispensables au succès de celle-ci. Or, aujourd'hui, comme cela apparaît très clairement dans l'actualité à propos de 2 ou 3 conflits récents, ces principes disparaissent, ne sont pas appliqués, de sorte que l'on peut considérer comme votre serviteur qu'il ne s'agit pas à véritablement parler de médiation, mais plutôt de conciliation ou d'autres formes de facilitation. Pourquoi? Eh bien, notamment parce qu'on peut constater que des pressions sont exercées sur les parties, on peut constater que l'on tente de prendre des décisions à la place des parties, et tout ça encore de manière publique, alors que la confidentialité
est l'une des règles de la médiation qui apparaît déjà au chapitre 24 de l'Odyssée, où Hermès veille au secret de sa démarche. Et alors, pour parler sur le cas pratique, pourriez-vous dessiner, peut-être en abstrait, le chemin de la médiation en Ukraine, la médiation interne Oui. pour l'Ukraine et peut-être même la médiation internationale entre Ukraine et la Russie. Je comprends que peut-être c'est pas possible d'imaginer maintenant même ce terme de la Non, médiation, mais voyez-vous, c'est toujours très tentant, mais aussi très facile de revenir en arrière. Alors, je dirais que probablement la Suisse, dans le cadre de l'Organisation pour la sécurité européenne, n'a pas su ou probablement pas pu exercer le rôle de médiation qui aurait normalement dû être le sien. Je ne suis pas suffisamment informé pour vous dire pourquoi. Mais c'était mon attente en tant que citoyen suisse que mon pays puisse le faire, comme il l'a fait dans des situations, je dirais pas comparables, mais extrêmement tendues. Je fais allusion notamment à la fin de la guerre d'Algérie, qui a fait aussi énormément de morts, qui concernait finalement la souveraineté d'un territoire qui était disputé, où la Suisse a présenté ses bons offices, ce qui n'est donc pas tout à fait la même chose que la médiation, mais où les principes de la médiation sont tous applicables, et notamment celui essentiel de la neutralité, l'impartialité et l'indépendance du médiateur. Comme vous le savez, ces bons offices ont abouti à la paix d'Évian. Bien sûr, le rôle de la Suisse était plus effacé et relativement modeste, mais je pense qu'il n'a pas été inutile pour arriver à un résultat après des centaines, si l'on prend l'histoire, des centaines de milliers de morts, n'est-ce pas, des deux côtés. Je dirais que la Suisse elle-même a toujours eu vocation dans son histoire, depuis l'origine, à être médiateur dans un conflit qui, par exemple, opposerait ses différents membres, ses différentes composantes, les cantons. Donc il y avait très tôt l'idée que l'un des cantons devait toujours, au début, se réserver, ne pas intervenir dans le conflit, parce que la neutralité, c'est ça. La neutralité consiste en un devoir d'abstention, non pas égoïste pour ne pas recevoir des coups, mais au contraire pour présenter ses services, pour réconcilier les adversaires qui sont à côté. Dès l'origine de la Confédération en 1291. Et nous retrouvons évidemment ça tout au long de notre histoire, avec la neutralité dans la guerre de 30 ans, qui a permis à la Suisse, cette fois-ci, de protéger, d'éviter d'être envahie et d'éclater aussi en guerre civile, alors que le rôle de médiateur était confié à la Sérénissime République de Venise, qui a réussi la médiation la plus compliquée de notre histoire. Et puis il y a eu un troisième aspect, c'est les traités de Paris et de Vienne par lesquels on a une double adhésion. L'adhésion volontaire des cantons suisses
aux principes de neutralité auxquels ils étaient attachés et sans lesquels la Suisse aurait été découpée à l'époque en 2 ou 3 morceaux. Et à la fois, il était reconnu que cette neutralité était dans l'intérêt de l'Europe. Donc, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y avait cet double aspect, le caractère volontaire de la médiation et le caractère reconnu de cette neutralité, pardonnez-moi. Et tout au cours, depuis la fin du XIXe siècle, et particulièrement après la Deuxième Guerre mondiale, cette neutralité a permis, et c'est ça qui est important pour notre image, à la Suisse, des actions pacificatrices dans des situations de conflits armés internationaux ou non internationaux, qui se sont déployées de manière confidentielle, c'est-à-dire discrète, à l'insu de tous. Pour reprendre les bons offices, il faut savoir que les relations très compliquées entre les États-Unis et l'Iran, par exemple, ont donné lieu à des bons offices de la Suisse qui représentent les intérêts des uns et des autres. Qu'il y a également cette situation entre de la Suisse, des bons offices de la Suisse, entre le conflit entre la Russie et la Géorgie. Et j'en passe. Et j'en passe. Et évidemment, la préoccupation que l'on peut avoir comme citoyen suisse, c'est la dégradation ou la disparition de notre neutralité qui est perceptible, perçue, ressentie par les tiers et par une grande partie de notre population, perte qui ne permettra plus ou qui ne permettrait plus précisément à la Suisse de jouer son rôle pacificateur utile à l'avènement de la paix et à la prévention des conflits. Donc, pour le conflit d'aujourd'hui, peut-être il y aura les Suisses, peut-être il y aura les autres pays européens ou pas européens qui vont essayer de réconcilier Ukraine et Russie, peut-être. Parce que une fois, il y aura le traité de la paix et il faut cohabiter la même région. Ou c'est un cas où la médiation n'est pas possible. Alors, voyez-vous, on n'a pas pu examiner tout à l'heure les situations, qu'elles soient internes ou internationales, dans lesquelles la médiation n'est pas appropriée, voire franchement non recommandée. Alors, je prends 2 exemples en droit, dans des conflits internes. L'une, c'est quand l'une des personnes n'a pas pleinement conscience des réalités, qu'elle est privée partiellement ou totalement de sa capacité de discernement. C'est une évidence. En revanche, une autre chose qui est également valable dans la médiation internationale, c'est quand le rapport de force entre les parties est si étendu que la médiation paraît impossible. Alors, dans le cas qui nous préoccupe fortement aujourd'hui, on voit bien que ce qui se passe n'a rien à voir avec une médiation. Alors, ce n'est pas à moi à apprécier si, comme je vous le disais tout à l'heure, à défaut de médiation, on prend une conciliation avec les moyens qui sont ceux de la conciliation, ou si un jour, mais quel jour, on pourra mettre en place une médiation. Dans l'immédiat, ce n'est en tout cas pas ce qui est en train de se passer
ni pour le conflit ukrainien, ni pour le conflit israélo-palestinien. En revanche, pour revenir à l'apport éventuel que mon pays pourrait apporter, je le situerai plutôt sur le plan du partage d'expériences culturelles que nous avons eues en Suisse, parce que nous avons connu des guerres civiles en Suisse tout au long de notre histoire. Pratiquement dès le départ, des conflits entre les cantons-villes et les cantons-campagnes, puis des conflits entre les cantons protestants et les cantons catholiques, puis des conflits entre les cantons libéraux et les cantons conservateurs. Et le dernier d'entre eux s'est terminé en 1848, où, par la suite de changements de gouvernement dans la majorité des cantons, la Confédération des cantons est devenue un État fédéral. La Suisse n'a pas changé de nom, mais en fait, elle a changé de structure étatique. Il n'y a plus 22 entités internationalement reconnues, mais il n'y en a qu'une seule avec ses composantes internes. Donc, je pense que cette expérience qui nous a amenés à partager nos différences avec des objectifs communs que sont le maintien de la paix, de la sécurité, de l'indépendance, par le moyen de notre armée. Nous n'avons jamais renoncé à une armée, c'est l'ancien officier qui vous parle, je suis partisan d'une neutralité armée. Peut-être que cette expérience pourrait être utile le moment venu, pour autant que cela puisse intéresser votre pays, bien entendu. Je pense que la Suisse n'a pas de leçon à donner. Du reste, je trouve un peu navrant et contradictoire dans ce conflit et dès ses origines, la manière dont des entités extérieures aux protagonistes se sont mêlées, voire ont déclenché des processus pratiquement irréversibles en donnant des leçons, des conseils aux partis, sans les laisser peut-être gérer ou sans les inciter à gérer d'une manière pacifique des difficultés qui sont apparues il y a déjà très longtemps. On peut même revenir à des siècles en arrière si on veut avoir une vue holistique des choses. Je ne suis pas historien, mais je connais un peu l'histoire de la Russie et tout récemment aussi un peu l'histoire de l'Ukraine, puisqu'un ami ukrainien m'a donné un ouvrage à ce sujet en français, donc je peux voir un peu les points de vue. Donc peut-être effectivement que le côté multiculturel et les expériences quand même assez dramatiques, parce que ces guerres civiles ont créé des effusions de sang en Suisse, peut-être que ces expériences pourraient être utiles, et notamment la manière d'où nous gérons nos différences. Toujours, par exemple, aujourd'hui, la question des langues qui ne faisait pas tellement problème autrefois. Jamais les Suisses, jusqu'à maintenant, ne se sont battus pour des raisons linguistiques. En revanche, pour la première fois cette dernière décennie, la question des langues surgit et cause des problèmes. Alors je m'explique. Nous avons donc 3 langues officielles et 4 langues nationales. Et il était d'usage que dans les cantons francophones, on apprenne l'allemand comme première langue étrangère et inversement dans les cantons germanophones, le français. Or, plusieurs cantons ont renoncé à introduire le français au degré d'école obligatoire pour y introduire à la place une autre langue qui est l'anglais, à la place
du français comme première langue. Cette situation crée et m'a créé un malaise personnel dans les relations que j'ai eues avec mes compatriotes d'outre-Sarine, comme on dit, en ce sens qu'avec ceux qui appartenaient à ma génération, nous commencions à nous parler chacun dans la langue de l'autre pour les formules de politesse, et ensuite chacun dans sa langue. Alors que dans un contact que j'ai eu avec des représentants de votre génération et de la suivante, on m'a dit soit en allemand, soit en anglais. I don't understand French sufficiently. Let's speak English if you don't mind. Je n'avais pas le choix de répondre I do mind because English is not our national language. Voilà ce type d'expérience que l'on fait, et il est bien entendu que si on nous imposait l'anglais comme langue obligatoire, cela créerait d'énormes difficultés. Je n'ai rien contre l'anglais. Moi, j'ai beaucoup de relations dans le cadre du groupement européen des magistrats pour la médiation en anglais. Mon frère utilise l'anglais c'est la langue scientifique aussi aujourd'hui, c'est la langue diplomatique. Donc, bien sûr, parlons anglais, tout le monde parle anglais. Mais entre nous, Suisses, c'est extrêmement dommage d'abandonner nos langues nationales. Voilà un petit exemple, mais je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Je crois qu'il faut être modeste, n'est-ce pas? Mais je suis d'accord avec vous que c'est le minimum de la politesse d'apprendre même bonjour ou guten tag pour l'autre personne, pour commencer la conversation, que vous êtes ouvert à l'autre culture, que vous pouvez dire bonjour, dire merci, au revoir. C'est le minimum qui n'est pas très compliqué d'apprendre. Non, alors, on le fait quand on est bien élevé, n'est-ce pas? On le fait avec ses amis étrangers. Alors, c'est quand même paradoxal qu'on ne puisse pas le faire avec ses compatriotes. Oui. C'est ça. Donc, cette discussion me fait penser sur la question d'exclusion. Et j'imagine que ce n'est pas possible à faire la médiation quand on commence de la condition que l'une des parties est, à certains côtés, est exclue dans la médiation ou est répressée. Oui, alors le problème de l'exclusion, il est très important. Alors, bien entendu, pour moi, il est évident qu'une médiation doit comporter la présence des deux parties concernées, en médiation interne ou internationale. Donc, faire quelque chose où l'une des parties serait écartée, ça n'est pas une médiation. Mais je dirais que d'une manière philosophique et je dirais humaine tout simplement, la notion d'exclusion, en particulier si elle est fondée sur des critères de nationalité ou des critères ethnico-raciaux, Linguistique. Et linguistique, bien sûr, nous conduit ou peut nous conduire à des drames humains absolument inimaginables. Alors, il faut quand même se souvenir dans notre histoire que le génocide des Arméniens, le génocide des Grecs, le génocide des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, le génocide des Tziganes pendant la Deuxième Guerre mondiale, le génocide des Serbes par les Oustachis, l'Holocauste par gaz ou par balle accompli dans tous les pays et avec quelquefois l'assentiment des populations occupées par le Reich nazi, toutes ces exclusions sont absolument contraires à l'humanité. Le principe fondamental, on n'insistera jamais là-dessus, dans la médiation, c'est l'humanité. Parce que la personne humaine est au cœur de la médiation
Et la médiation est au cœur de la personne humaine. Et quand il y a une médiation où des hommes d'État portent les intérêts de leur pays, cela ne signifie pas que l'on n'a pas affaire à des personnes humaines qui doivent être pleinement respectées en tant que telles. Et pour finir notre conversation, je vois le livre. Pourriez-vous me donner pour que je montre? Oui, bien sûr, si vous me le permettez, je vous le Alors, dédicacerai. je prends Dictionnaire de la médiation et d'autres modes amiables pour vous regarder. Alors, pourriez-vous raconter sur ce livre? Alors, ce livre est issu de la rencontre des magistrats membres du Groupement européen des magistrats pour la médiation et la conciliation. Au début, nous utilisions passablement la langue française, puisque la France, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne ont été et le Luxembourg parmi les premiers pays fondateurs. Et la Suisse les a rejoints l'année suivante. Donc, nous avons très vite constaté dans nos assemblées générales et surtout dans nos formations lors de ces assemblées, dans nos ateliers, que nous rencontrions des problèmes de terminologie. Et la terminologie, vous le savez, est étroitement liée à la question de la définition des concepts. Or, si on emploie le même mot pour des concepts différents et des mots différents pour le même concept, on se trouve très vite dans une espèce de tour de Babel avec une même langue. Donc c'est la raison pour laquelle nous nous sommes mis à réfléchir sur les moyens d'éviter ces confusions. J'évoquais tout à l'heure la distinction à faire entre conciliation et médiation, mais il y en a d'autres. C'est la raison pour laquelle un groupe de magistrats, de médiateurs, rejoints par des professeurs d'université de pays francophones, a mis sur pied ce dictionnaire dont j'ai essayé de dessiner l'architecture et qui donne un certain nombre de lexies, il y en a 200, sur, je dirais, les thèmes essentiels touchant aux principes, aux postulats, aux méthodes, aux approches de la médiation et d'autres modes amiables et de ce qui les différencie, de ce qui leur ressemble. Et c'est quelquefois très subtil et je dirais que même parmi les médiateurs, parmi les avocats, parmi les juges, etc., encore aujourd'hui, il y a beaucoup de confusions qui sont faites et qui peuvent finalement un peu abîmer non seulement l'image du processus, mais le déroulement même du processus. Parce que quand on choisit, par exemple, un processus, est-ce qu'on fait de la médiation ou de la conciliation, il faut savoir en quoi il consiste, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est de là qu'est né cet ouvrage, qui fait suite à une série d'autres ouvrages que nous avons entrepris, notamment pour expliquer dans un premier temps au monde judiciaire suisse ce qu'était la médiation et les avantages que cela représentait à la fois pour les citoyens et la population suisse, et aussi pour les magistrats et les avocats. Je pense que nous avons aussi eu raison de présenter un ouvrage sur la résolution amiable des différends en Suisse, à la fois dans le domaine civil, le domaine pénal et le domaine administratif, parce que certains domaines sont encore aujourd'hui presque inexplorés. Et puis nous avons fait par exemple
ouvrage, c'est le plus récent, sur la médiation à Genève et les expériences pilotes que nous avions entreprises depuis un quart de siècle, tous les domaines confondus, donc pas seulement la médiation judiciaire, mais par exemple la médiation en milieu scolaire par les pairs, la médiation de quartier et d'autres formes encore. Donc tout ceci, nous l'avons fait dans l'idée de faire progresser une manière et surtout un esprit différent pour aborder les conflits que l'on ne doit pas considérer comme une fatalité, mais au contraire, si possible, comme une opportunité. Où nos spectateurs peuvent trouver ces livres ou commander en ligne, par exemple? Alors, normalement, on peut le commander dans toutes les grandes librairies, je pense en Europe, je ne sais pas en Ukraine, mais probablement. Donc, c'est une maison belge, la maison Bruylant, dans la collection Paradigme, qui a édité cet ouvrage. Et les autres ouvrages ont été édités par des maisons d'édition, soit la même, soit d'autres maisons d'édition européennes. Mais je pense que l'ouvrage qui peut intéresser tous nos amis européens est effectivement ce dictionnaire de la médiation. Alors c'est vrai qu'il mériterait d'être traduit et je ne vous cache pas que c'est un exercice extrêmement compliqué qui implique une connaissance très approfondie des deux langues et bien entendu une expérience aussi approfondie de la médiation. Alors, elle n'est pas encore réalisée, j'espère qu'elle pourra se réaliser. En ce qui me concerne, les possibilités, je suis prêt à céder mes droits d'auteur, je l'ai prévu à titre gracieux et amical pour les traductions dans quelque langue que ce soit, pour autant que j'ai la garantie que cela soit fait de manière convenable. Et pour finir notre conversation, pour résumer, si notre chaîne touche Dreams and Desires, quel est votre désir dans le monde de la médiation? Mon désir le plus cher dans le monde de la médiation, c'est que l'ensemble de mes concitoyens y aient accès, ce qui n'est un quart de siècle après l'introduction de la première législation à Genève, pas encore le cas. Parce qu'aujourd'hui, accéder à la médiation est une loterie qui n'est pas compatible, à mon avis, avec l'égalité des droits des parties. Une loterie judiciaire, en ce sens que lorsque des parties à un procès sont jugés par un juge sensibilisé à la médiation et que le cas s'y prête, le magistrat leur parle de la médiation et leur conseille de s'y rendre, tandis que dans la majorité des cas, si le magistrat n'est pas sensibilisé, il s'en abstient. Ça veut donc dire que dans notre pays, comme dans d'autres pays européens, il y a une inégalité de traitement entre les justiciables, entre nos concitoyens, pour accéder ou ne pas accéder au processus de médiation. Donc ça, c'est mon vœu, non pas parce que je suis un fanatique de la médiation, mais parce que celle-ci aide à résoudre les conflits ou à les prévenir de manière humaine. Voilà, c'est le désir de Jean Mirimanov. Merci à vous. Et merci à vous, abonnez-vous et restez sur Dreams, Desires et Discourse. Au revoir. Merci, cher Serge.